de notre conseil scientifique. Gérard, tu veux bien appeler les gens de ta table ronde? Bien, bonjour à tous. Donc j'ai le plaisir, comme on dit à la télé, à la radio, d'appeler sur l'estrade le professeur Weber, Madame Tenenbaum, qui est là, Monsieur Jarry et Monsieur Chéreau, maire de Douai. Et le temps qu'ils viennent, je vais en profiter pour peut-être vous dire quelque chose, même si Monsieur Jaffre a dit déjà beaucoup de choses sur l'intérêt de cette approche par les territoires. Est-ce qu'on aurait eu, il y a 10 ans, une table ronde sur territoire et précarité? Je n'en suis pas sûr parce que le terme de territoire n'avait pas le succès qu'il a actuellement. Ce succès est vrai dans le monde politique, tout est territorialité, territorialisation des politiques, et on utilise finalement un terme qui désigne tout à la fois un lieu, une population, des décideurs. Et le même territoire permettra donc de caractériser un quartier défavorisé de banlieue et un village perdu du Massif central. Autrement dit, on est un petit peu au retour sur le sol, loin de la technocratie, la vraie vie, et pour le coup aussi loin des moyennes nationales. Chacun d'entre nous sait ce qu'est une moyenne nationale, ou une moyenne en général. Si on a les pieds dans un congélateur et les pieds dans un four, en moyenne, on est pas mal. C'est vrai aussi du point de vue scientifique, où le terme de territoire a une vogue extraordinaire. Alors évidemment pour la géographie, dont c'est le thème fondateur, et je m'escrime à dire depuis un certain nombre d'années que le code postal d'une personne est plus prédictif de son état de santé que son code génétique. Mais c'est vrai aussi pour l'économie. Vous avez vu comment 110 ans après Siegfried, Cagé et Piketty redécouvrent le territoire, où Jaffré, en sociologie politique, s'intéresse aussi au territoire. Donc un concept partagé, c'est pas si sûr. Et j'aurais envie d'un mauvais jeu de mots en me demandant si avec le terme de territoire, puisque nous avons sans doute des acceptions différentes, si nous n'avons pas trouvé un nouveau lieu commun. Mais plus fondamentalement, et dans l'esprit de la Fondation qui est de promouvoir la recherche pour l'action et la recherche sur l'action, nous allons aborder donc avec des acteurs 2 questions qui me paraissent tout à fait essentielles. La première est celle de la mise en perspective historique de ces situations de précarité, la genèse de ces situations de précarité. Si on ne les comprend pas, si on ne les analyse pas, on ne sera pas capable d'agir. Et le deuxième point, c'est d'insister sur le « et » qu'il y a entre territoire et précarité. C'est-à-dire comment le territoire fait sens par rapport à la précarité, comment les territoires construisent les figures de la précarité, ce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon les précarités territorialisées. Et réciproquement, comment des situations de précarité fragilisent les territoires, nuisent à leur dynamique, ce qu'on pourrait appeler d'une certaine façon les précarités territoriales. Voilà, donc pour en débattre, 3 élus, ce dont je me réjouis, qui interviendront tout de suite après l'intervention de Madame Weber qui va nous présenter les premiers résultats de la recherche financée par la Fondation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup pour cette occasion de présenter une recherche en cours et d'en discuter avec des élus d'abord et avec la salle ensuite. Donc, je vais vous présenter, au fond, un des facteurs d'invisibilité des personnes en situation de grande précarité, qui est leur mobilité sur le territoire national. Et je présente donc cette ethnographie collective multisituée qui part de plusieurs constats. Merci. Donc, ces constats ont été rappelés en partie par Monsieur le commissaire tout à l'heure. Donc l'hétérogénéité des trajectoires individuelles des personnes précaires, et je dis bien hétérogénéité, les situations sont extrêmement, non pas complexes, mais différentes, et les confondre serait grave. Mais également l'hétérogénéité des catégories des politiques publiques. Donc là, je vous ai simplement rappelé la masse de politiques publiques qui s'adressent à des personnes en situation de grande précarité.
politique de sans-abri, minima sociaux, politique du handicap, politique de l'invalidité, politique spécifique pour les femmes à la rue, pour les mères à la rue, pour les enfants en danger, politique pour les patients de la psychiatrie, politique concernant les addictions, politique liée à la prison et bien sûr aux demandeurs d'asile. Hétérogénéité également des politiques locales, et ça sera l'occasion d'en discuter aujourd'hui, notamment la différence entre des territoires, pour reprendre le terme, qui connaissent un flux important de personnes précaires tout en ayant une pénurie d'offres. Donc je vise évidemment le cœur de l'Île-de-France, mais également des politiques qui concernent des territoires à faible flux et à offres parfois hésitantes. Le point que j'essaierai de vous faire passer dans ces quelques minutes, c'est que l'ethnographie que je représente cherche à combler la difficulté à comprendre la cohérence des pratiques des personnes précaires elles-mêmes, mais aussi, grâce à cette compréhension de la façon dont les personnes précaires s'orientent dans leur vie et dans le territoire, on essaye, avec évidemment l'apport des statistiques, de comprendre les processus qui augmentent le nombre des précaires à la fois mobiles et immobiles et qui voient apparaître de nouveaux publics. Donc une méthode d'enquête, je l'ai dit, c'est une ethnographie des personnes précaires pour reconstituer la cohérence de leurs pratiques. Cette ethnographie est collective, c'est-à-dire qu'on utilise, l'équipe est constituée de plusieurs enquêteurs qui sont des chercheurs. Donc faire varier ces enquêteurs, c'est aussi faire varier la relation d'enquête et vous verrez que c'est très important pour établir une forme de confiance avec les personnes précaires. Une ethnographie multisituée, donc comme je vous l'ai dit, on a fait varier les lieux, donc je rappelle tout de suite Chapsa à Nanterre et 2 petites villes désindustrialisées dans l'Yonne et dans la Creuse. Nous avions le projet de suivre des filières institutionnelles pour comprendre les mobilités et également des parcours spontanés et nous nous sommes rendus compte que c'était impossible de retrouver à partir de ces différents lieux les parcours qui auraient conduit, par exemple, de l'Île-de-France jusqu'aux petites villes sur lesquelles nous travaillons. Et donc, nous avons décidé de comparer dans chaque lieu d'enquête un moment dans une trajectoire individuelle, puis la modalité de l'arrivée dans ce lieu, et enfin les perspectives de départ de ce lieu. Donc, première partie, en fait, c'est la seule sur laquelle je développerai. Voilà, la question des moments et des lieux dans une trajectoire individuelle, c'est-à-dire c'est la question de notre méthode d'analyse du moment de la rencontre. Cette méthode d'analyse, la question est de se rendre compte que ce ne sont pas les personnes qui sont des grands précaires, mais qui vivent, ce sont des gens, des personnes qui vivent des moments de grande précarité dans leur vie. Et donc, ces moments se caractérisent pour nous, ethnographes, par le lieu dans lequel nous rencontrons ces personnes. Et le périmètre de notre enquête va décider du périmètre du lieu. On ne sait pas à l'avance jusqu'où l'enquête va nous mener. Donc, nous avons travaillé à Nanterre. Nous sommes restés dans le lieu du Chapsa, où, comme vous savez, l'offre est celle d'un accueil inconditionnel pour une nuit dans une région à la fois sous-équipée et sursollicitée. Dans la Creuse, nous avons travaillé dans un bourg qui se maintient, mais où coexistent des immobiles devenus précaires et des précaires qui arrivent pour un temps, certains par la demande d'asile, d'autres par les dispositifs présents dans cette petite ville, et enfin des personnes qui arrivent là par leur propre itinéraire. Et dans Lyon, nous avons travaillé sur un bourg qui s'effondre, d'où il est vital de partir, à la fois pour les personnes qui y vivaient avant et pour des personnes qui arrivent et qui souhaitent en partir le plus vite possible. Le deuxième point de cette méthode d'analyse, c'est une matrice de conditions de vie. On peut montrer tout de suite la page suivante. Cette matrice de conditions de vie comporte l'accès individuel à des ressources quotidiennes, téléphone, ordinateur, repas, aide alimentaire, douche, etc. Un hébergement. Donc, quel est l'hébergement pour des personnes à la rue? Donc, voiture, tente, coin de rue, hébergé par un tiers, structure d'hébergement,
logement privé, logement social. Il y a toute une gamme quand on est avant la rue ou juste pendant ou l'aller-retour avec la rue. Et 2 points très importants, la question des papiers. Les personnes qui sont dans une situation de grande précarité ont souvent des problèmes avec leurs papiers, ça a déjà été dit, autour de maltraitance institutionnelle, mais il y a une question très spécifique d'avoir perdu ces papiers, de ne pas être capable de les refaire. Et enfin, les soins comme un moment de répit, éventuellement sans lendemain. Donc, pour vous donner quelques éléments de réponse, de résultats à cette méthode d'analyse, je vais vous faire passer 3 photographies. Donc, je veux bien avoir la prochaine tout de suite. Donc, c'est des photographies qui montrent comment nous travaillons. Le cas sur lequel nous travaillons, c'est le fait que nous ayons pu prendre une photographie. Donc, c'est la photographie qui fait le cas. Et la photographie, c'est la relation d'enquête avec la personne photographiée. Et c'est le fait de pouvoir restituer des raisonnements de court terme dans une trajectoire longue et des lieux de passage qui peuvent être haïs ou appropriés. Donc, vous avez avec celui que nous appelons Giuseppe en tenue de bal à Tonnerre, nous avons l'exemple d'une façon de tenir de Giuseppe. Non, il faut revenir à la précédente, merci beaucoup. Donc la façon de tenir de Giuseppe, c'est la danse. Il est ici en costume, en tenue de bal. Et son autre façon de tenir, c'est le vélo à heure fixe. Et le portrait montre la façon dont le photographe travaille en faisant les photographies, en mettant tout autour de la photographie tous les éléments qu'il connaît sur cette personne, mais qu'il ne peut pas divulguer pour des raisons soit de réputation de la personne, soit de danger pour la personne. Ensuite, la photographie suivante, Anne. Excusez-moi, je n'ai pas donné le nom du photographe précédent, c'est Jean-Robert Dantou. Donc, la photographie d'Anne est prise par Anne Leroy à Nanterre. Donc, c'est une série qui s'appelle La Maison de Nanterre et qu'elle a intitulée La mise en scène de soi. Et connaissant la trajectoire de cette personne, on peut dire qu'il s'agit d'un moment paisible dans une trajectoire heurtée. Et la photographie, la dernière, qui s'appelle Gérard Le Départ, c'est à nouveau quelqu'un qui a été rencontré dans les locaux de la Maison de Nanterre et qui est sur le point de partir après avoir été soigné pour une destination qui ne tiendra pas les promesses qu'il y mettait. Donc, pour conclure, je dirais que très bien. Le retour sur les orientations, c'est de se demander quels sont ces lieux qui sont éloignés. Nous avons choisi ces lieux parce qu'ils sont éloignés des catégories de l'action sociale. Le CHAPSA est inconditionnel. L'arrivée de précaires dans des petites villes peut être considérée comme une impasse avec plusieurs modalités de l'arrivée. Et dans l'autre petite ville de la Creuse, on a des arrivées spontanées et un centre, quelques structures institutionnelles. Donc, le point important, c'est de dire que les personnes en situation de grande précarité, il y en a à la fois des mobiles et des immobiles. Et cette mobilité ou cette immobilité peut être choisie, subie ou même peut être mal choisie. C'est-à-dire peut être le produit d'un raisonnement qui va conduire à des déceptions, à des formes de malchance et de malheur répétés. Donc, l'importance d'une approche dynamique, ça a été souligné aussi tout à l'heure, à plusieurs échelles. L'importance de la cohérence des pratiques des personnes. Pourquoi rendre compte de leur cohérence de pratique? Pour rompre avec la politique de la patate chaude et avec les amalgames, pour percevoir l'enjeu des catégories de l'action sociale pour les personnes concernées, qui peuvent être des enjeux de résidence, de citoyenneté, de politique de santé, de politique sociale, et également pour découvrir chez ces personnes concernées des besoins et des savoir-faire, des compétences, des ressources. Et comprendre également les dangers perçus par la personne qu'il faut prendre au sérieux et les dangers objectifs que la personne court et qu'il faut également prendre au sérieux. Comme vous l'avez vu, la photographie dans l'enquête a un rôle important parce que la relation d'enquête est fondamentale pour s'installer dans une relation de confiance sans non plus créer des attentes déçues.
Donc, je remercie les membres de mon équipe. Donc, nous sommes une équipe nombreuse avec 3 photographes, plusieurs sociologues, un géographe et beaucoup d'étudiants de l'École normale supérieure qui ont travaillé dans la Creuse. Et enfin, donc nous avons eu aussi des financements importants pour mettre au point un logiciel qui permet de partager certaines données sur les personnes précaires sans pour autant les divulguer au-delà du cercle des personnes qui ont besoin de ces informations, en l'occurrence pour le moment les chercheurs. Et donc je termine avec quelques questions aux élus. Donc on m'a autorisé à penser à ces questions, donc je vais vous les lire toutes et ensuite vous laisser réagir. Donc, première question, comment se prennent les décisions aux marges de votre collectivité territoriale, quelle qu'elle soit? Deuxième question, qui considérez-vous comme citoyen de votre collectivité territoriale, en particulier en lien avec l'ancienne notion de domicile de secours, qui continue à avoir en tout cas une importance historique? Troisième question, à quelles conditions acceptez-vous ou accepteriez-vous la venue de précaires venus d'ailleurs? Vous est-il arrivé d'envoyer des précaires ailleurs? Quatrième question, avec quels professionnels de la précarité avez-vous l'habitude de travailler? Et cinquième et sixième question, plus politique je dirais, comment préserver à la fois les droits des précaires immobiles et ceux des nouveaux venus? Et comment aider à partir ceux qui le souhaitent et aider à rester ceux qui le souhaitent, au mieux de leurs propres intérêts et des intérêts de vos concitoyens? Eh bien, le débat est lancé. Monsieur Chiraud, on va... Je vérifie si le micro fonctionne. Je crois que c'est le cas. Merci de l'invitation. Merci aussi des questions que le professeur vient de poser. J'essaierai d'y répondre, non pas en direct, mais dans le cours de mon intervention. Alors même si le mot territoire est sans doute un lieu commun, et je vous le confirme, dans tout document que l'État nous adresse à nous maires, il y a forcément à un moment donné le mot territoire qui apparaît. Voilà. Sinon, c'est que ça ne vient pas du gouvernement. Blague à part, je trouve malgré tout que cette approche est intéressante pour parler de précarité, parce que c'est le premier point que je voulais souligner. Il y a un effet spatial très fort de la précarité. Ça me frappe à Douai, dans ma commune, comme on peut, dès lors qu'on va s'adresser à des personnes pauvres, en précarité, s'adresser aussi à des personnes qui vivent la ville à l'échelle de très petits territoires. J'ai un quartier anciennement minier à Douai, un quartier de logement social qui s'appelle Dorigny. Ça doit faire, allez, à tout casser, 1 km². Il y a 3000 habitants, c'est pas gigantesque. Et on s'est aperçu avec les élus de mon équipe qu'il y avait 11 sous-territoires vécus rien que dans ce quartier-là. Et je parle de territoires qui parfois font 3-4 rues, qui sont de part et d'autre d'un axe routier, même pas une départementale, juste une plus grosse rue. Quand vous dites à des gens, mais vous savez qu'il y a une aire de jeu de l'autre côté, vous pourriez envoyer vos enfants ou les emmener? Ah non, mais c'est pas mon quartier, je vais pas y aller, je connais pas les gens là-bas. On parle d'une aire de jeu qui est à 250 mètres. Et dans ce quartier-là, justement, nous sommes en train de créer, avec l'adjointe de quartier, une grosse aire de jeu centrale entre les écoles à côté du centre social pour créer du lien entre les sous-territoires de ce quartier-là. On parlait tout à l'heure de mobilité. Il y a un vrai sujet sur la mobilité. Alors à la fois une mobilité subie, mais pour autant, chez moi à Douai, on a mis le transport gratuit. Il y a des gens qui prennent davantage des bus, mais il y a aussi des gens qui ne sont jamais montés dans un bus et qui ne savent même pas comment on fait. Et il y a une faible mobilité aussi mentale. Dans un autre coin de Douai, le long du boulevard circulaire qui entoure le vieux cœur de ville, qui est à l'endroit où il y avait les remparts, donc c'est un boulevard circulaire pas très grand, j'ai 2 quartiers côte à côte, de part et d'autre d'une départementale qui part vers le sud. D'un côté, c'est plutôt très favorisé, des belles maisons, des cadres, etc. Et puis de l'autre côté, c'est une grande résidence sociale de 800 logements. Du côté des personnes favorisées, quand vous leur dites « Où est-ce que vous habitez à Douai ?» Ben, moi, j'habite dans le centre-ville. De l'autre côté, à la résidence sociale, vous leur demandez « Mais où est-ce que vous habitez ?» Même ceux qui sont à 100 mètres du boulevard circulaire. « Ah, moi, j'habite à la résidence Gaillan. » Et dans cette résidence-là, il y a des gens qui m'ont demandé « Mais pourquoi vous ne nous mettez pas une antenne de la mission locale ?» Ben, parce que vous avez 20 ans, que la mission locale, elle est de l'autre côté du gros rond-point. En 6 minutes à pied, vous y êtes. Oui, mais ce n'est pas chez nous. Voilà le type d'appropriation du territoire qu'on peut rencontrer dans ces quartiers-là.
Alors, et d'ailleurs, il y a une ambiguïté du rapport au quartier, parce qu'il y a un sentiment de relégation, il peut y avoir un sentiment d'assignation à résidence, on a le sentiment, parfois réel, que le quartier a une mauvaise image et qu'on souffre de cette mauvaise image. Les gamins qui cherchent du travail, quand ils mettent « j'habite telle rue, tel quartier », c'est une macule sur le CV, ils le savent. Et en même temps, il y a une très très forte appropriation du quartier, ne serait-ce que parce que le quartier, on y vit tout le temps. On ne part pas forcément en vacances, donc les vacances, juin, juillet, août, c'est dans le quartier au pied des tours. Et donc il y a une appropriation de l'espace public qui n'est d'ailleurs pas la même que celle de gens qui possèdent une maison avec un jardin. L'espace public est une extension du privé. Le privé, de toute façon, c'est un 3 pièces où on est 4, 5, 6. Donc on vit dans les couloirs, on vit dans la cage d'escalier, on vit en bas de la tour, et on connaît le moindre recoin du quartier. Et on connaît la moindre personne du quartier. Mais c'est aussi d'ailleurs cette appropriation et cette très bonne connaissance du quartier une garantie de sécurité dans une vie qui en a peu. Le quartier, le réseau de solidarité d'hyper-proximité, les voisins, le centre social, l'épicerie solidaire, ce réseau-là qu'on connaît bien, c'est un filet de sécurité. Et on en parlait tout à l'heure avec le professeur, quand à un moment donné on déplace des gens d'un quartier dans un autre, ça peut être choisi, ça peut être une ascension sociale, mais il faut faire attention à ne pas fragiliser ces personnes. Ça a été fait à Lille avec des gens qu'on a déplacés d'un quartier très 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 populaire vers le centre-ville. Et vous perdez ce lien de proximité. Il n'y a plus d'épicerie sociale, il n'y a plus de centre social, vous ne connaissez plus les voisins. Et vous pouvez vous retrouver un peu enfermé dans votre appartement à plus savoir comment faire. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que, mais ça a été dit, quand on est pauvre, on n'a pas envie que ça se sache. Et on se cache. C'est très vrai dans la ruralité. On peut mettre propriétaire d'une vieille petite maison dans un village et pauvre, mais c'est aussi vrai dans la ville. Et donc on n'a pas forcément facilement accès à ces personnes. D'autant qu'on se cache notamment des institutions. Une administration, quelle qu'elle soit, même si elle est là pour aider les personnes, elle fait peur. Elle est d'abord une menace. L'exemple que je vais donner, on a créé à Douai un fonds au CCAS pour aider les personnes qui n'arrivent pas à payer la cantine des enfants. On se disait, bon bah, les gens ont un retard de paiement, ils vont venir nous voir, on réglera la cantine à leur place. L'important, c'est que le gamin mange. Il y a des gens qu'on a fini par aller voir, on leur dit, écoutez, on sait que vous ne payez pas la cantine de vos enfants, est-ce que vous voulez une aide? Ils étaient terrifiés, ils nous ont dit, mais vous avez croisé les fichiers, qu'est-ce qui se passe? Vous me fliquez? En fait, la peur derrière, c'est, ils vont me placer mes enfants. Voilà ce que c'est le rapport aux institutions. Alors, face à ça, il y a plusieurs réponses. D'abord, il faut essayer de connaître les gens, et je fais un bref aparté là-dessus, j'ai bien vu qu'il me restait que maintenant 4 minutes. Il y a des personnes précaires qu'on arrive à connaître et identifier. Ceux qui sont dans le logement social, paradoxalement, ne sont pas les plus cachés, ne serait-ce parce que leur bailleur les connaît. Je suis président d'un bailleur social et j'ai demandé aux équipes, vous devez impérativement, au moins tous les ans, tous les 18 mois maximum, aller frapper à chaque porte. On peut connaître les personnes qui sont dans le logement social. Ceux qui sont tout en bas de l'échelle sociale, on les connaît aussi, parce qu'ils sont en élection de domicile au CCAS. Donc ils viennent chercher leur courrier, on les voit, on a un contact, ils viennent chercher des bons alimentaires parce qu'ils n'ont aucun revenu. Ceux qui sont les plus planqués, c'est ceux qui sont dans l'intermédiaire, qui travaillent un peu, mais pas tout le temps, qui n'ont pas forcément mobilisé le RSA, qui sont chez un bailleur privé, pas forcément dans d'excellentes conditions. Et cela, on peut passer complètement à côté, d'où l'intérêt du permis de louer, que nous mettons en place à Douai pour savoir quels sont tous les logements privés loués et s'ils sont dignes. Puis je termine, et ce sera ma conclusion. Comment aller vers ces personnes? D'abord en s'appuyant sur justement ces acteurs d'hyper-proximité qui ont ce que j'appelle l'expertise de l'habitant. Et nous, par exemple, avec le centre hospitalier de Douai, on travaille sur la responsabilité populationnelle. Comment identifier les gens à risque de diabète, d'insuffisance cardiaque. On se rend compte que si on veut faire un événement qui marche, ce n'est pas l'hôpital ou la CPTS avec toute son expertise qui va y arriver. Il faut que ce soit le centre social ou l'association de quartier qui organise l'événement, que ce ne soit pas juste le relais en bout de chaîne, qui organise l'événement et qui va chercher des gens que nous sommes incapables d'aller chercher. Et là, ça marche. Il faut mettre en fait des visages sur la relation. L'institution est intimidante, mais la personne qu'on connaît, qu'on voit, qu'on revoit, qu'on rencontre régulièrement, elle n'est pas intimidante. Le médiateur de rue dont on connaît le prénom, il n'est pas intimidant. Dans notre programme de réussite éducative, la personne qui est tout le temps la même au rendez-vous et qui va peut-être même emmener la famille au rendez-vous médical qu'on a fixé, cette personne-là n'est pas intimidante. L'association qui est chez moi, l'Aboca, qui fait un travail magnifique de médiation culturelle en organisant des spectacles avec les habitants et qui est capable d'aller toquer aux portes dans l'immeuble pour emmener les gens.
cette association, elle n'est pas intimidante. Et si on arrive à s'appuyer sur ces acteurs d'hyper-proximité qui ont l'expertise de l'habitant, alors on peut y arriver. Une dernière phrase encore, un mot d'ouverture. On pourrait travailler aussi sur un autre sujet, c'est le rapport de la précarité au temps. Quand on est pauvre, on est dans l'urgence permanente. Quand on est dans l'urgence, on travaille sur le mode le plus consommateur d'énergie du cerveau. Et donc se projeter à long terme, c'est extrêmement difficile. Le long terme, c'est au-delà du mois, voire au-delà de la semaine, parce que chaque semaine, on change d'association caritative pour aller se nourrir. Et au-delà du mois, on espère qu'on arrivera à payer le loyer. Et donc, quand le rendez-vous médical est dans 3 mois, pour nous, ce n'est pas grand-chose. Quand on est très pauvre, 3 mois, c'est au-delà de l'horizon des événements. Et c'est insurmontable. Voilà. Un grand merci, beaucoup d'éléments. Madame Tenenbaum, on va changer de région un peu. Oui, merci beaucoup, merci de m'avoir invité à participer au débat. Alors, le territoire. Vous avez dit, monsieur le maire, effectivement, l'État s'adresse aux collectivités territoriales. D'ailleurs, il y a un code général des collectivités territoriales sous, effectivement, la notion de territoire. Mais pour le géographe, la notion de territoire, elle est variée. Nous, on vit ça en commune, en intercommunalité. Dijon est une métropole reconnue. Et puis, il y a la région. Je suis également conseillère régionale. Il y a d'autres intercommunalités dans la région. Il y a les départements. Tout ça, effectivement, on a l'habitude de dire, c'est un millefeuille. Et le géographe se pose la question de savoir quel est le bon territoire. Quel est le bon territoire? Et en regardant le sujet et en ayant travaillé, comme Didier Jaffre, à la constitution du programme régional de santé, eh bien, nous avons les contrats locaux de santé. Et on voit des choses très intéressantes avec les contrats locaux de santé. Alors à Dijon, ça a été la commune et maintenant ça devient le contrat local de santé de Dijon Métropole. Mais qu'est-ce qu'on voit sur la région et sur la précarité à partir de la maille des contrats locaux de santé? On voit à Dijon, Besançon, oui, il y a une concentration de pauvreté. Et autour de ces métropoles, de ces grandes agglomérations, on a une zone blanche où vivent les plus riches, ceux qui sont sortis de la ville pour avoir effectivement la petite maison avec le grand jardin et la piscine. Et en deuxième couronne, là, ça devient aussi très noir. Et on a une concentration de ceux qui sont sortis de la ville, chassés de la ville par la pauvreté, et aussi la pauvreté rurale. Et on vient de voir Tonnerre. Tonnerre, c'est une ville en déprise. C'est une ville en déprise dans l'Yonne. Et nous avons comme ça des départements comme la Nièvre, l'Yonne, le Jura, avec des taux de précarité très importants. Et tout ça, ça nous questionne, évidemment. Comment faire? Comment faire? Est-ce que la ville-centre, la métropole, a une responsabilité aussi sur ces autres territoires qui ne sont pas son territoire? Et à Dijon, nous travaillons, à la métropole, nous travaillons avec des documents, des analyses. Vous nous avez questionné comment est-ce qu'on travaille. L'analyse des besoins sociaux du CCAS étendue à la métropole. Le diagnostic de la politique de la ville de Dijon Métropole que l'on fait, alors ces études-là, on les fait avec un cabinet d'études spécialisé dans le social qui s'appelle le Compass et qui est à Nantes. La politique de la ville. On peut se questionner sur la politique de la ville. Ça fait 22 ans qu'à Dijon, on fait tout un travail sur la mixité sociale des quartiers. Ça, c'est un terme extraordinaire, la mixité sociale. On essaye d'avoir un taux de logement à loyer modéré qui augmente de plus en plus, 20-25%. Et vous l'avez dit, monsieur le maire, parfois, eh bien, si on n'écoute pas les habitants, ça n'est pas à leur faveur. Malheureusement, ça n'est pas toujours à leur faveur. Alors non seulement c'est très long de
changer la population d'un quartier, c'est-à-dire de casser les tours et les bars et de mettre un autre habitant, une autre population, et de prendre les habitants démunis de ces quartiers et de les faire vivre dans d'autres quartiers pour faire de la mixité sociale. Mais effectivement, il y a beaucoup de réticences parce qu'ils perdent des choses. Ils perdent parfois beaucoup de choses, ce qui fait le sens de leur vie. Ils perdent leur environnement, ils perdent aussi les épiceries sociales, on a beaucoup d'épiceries sociales, ils perdent beaucoup de choses, ils perdent même les effectifs moindres des écoles. Voilà. Et donc on se questionne, comment faire pour que ça réussisse? Parce qu'effectivement, on ne va pas abandonner cette volonté de mixité sociale, mais très, très long, très difficile à faire. On a un observatoire de la cohésion sociale et un comité des usagers du CCS, avec les usagers, évidemment, l'observatoire de la cohésion sociale de Dijon Métropole. Nous avons un atlas de l'aire métropolitaine, où là, on va avoir non pas 23 communes et 260 000 habitants pour Dijon Métropole, mais 290 communes et quasiment 400 000 habitants. C'est une aire où on vit et où on travaille. Et donc, on va avoir tous ceux qui, tous les jours, se rendent à la métropole pour travailler, mais retournent vivre dans des peut-être 30 km. Et donc, on va avoir ces zones rurales pauvres. Et puis, on a le diagnostic fait par l'ORS et l'ARS en Bourgogne-Franche-Comté pour réaliser le programme régional de santé, qui a un livret particulier, excusez-moi, je ne m'approprie pas, mais ça a été fait par l'ARS. C'est un programme régional d'accès à la prévention aux soins des personnes les plus diminuées, avec une volonté d'aller vers pour aller voir les besoins, répondre aux besoins et attirer les populations vers les services. Nous avons parlé de la fracture numérique, c'est très important. On forme donc aussi bien des travailleurs sociaux que des bénévoles, à savoir aller sur Internet, faire valoir des droits. Nous sommes territoire zéro non-recours aux droits. Parce qu'on se rend compte que ce non-recours au quoi? Alors on pense au RSA, mais on oublie que pour l'APA, pour les personnes âgées, 30% de personnes qui pourraient avoir droit à l'APA ne demandent pas l'APA. C'est quand même important. Dijon Métropole a aussi bénéficié d'un transfert de compétences du conseil départemental vers la métropole. Or, le conseil départemental, nous avons l'habitude de dire dans les territoires que c'est le chef de file de l'action sociale. Et donc, nous gérons le fonds d'aide aux jeunes, le fonds social logement qui va avec l'aide à la pierre, bien sûr. Nous avons mis en place un service spécifique de prévention spécialisée dans les quartiers, pas dans les autres. Là aussi, il pourrait y avoir des besoins. Ces enfants qu'on trouve à la rue qui ont entre 9 et 15 ans. Et on se rend compte de quoi? Eh bien, les éducateurs spécialisés prennent également en charge le parent, souvent un parent seul, et les autres enfants plus jeunes de la fratrie. Où est la CAF? La CAF est absente. Ce n'est pas son domaine. Ça serait bien que ça soit son domaine. Parce que l'aide à la parentalité, ça c'est la clé, l'aide à la parentalité. On le voit partout. On le voit pour les aider à suivre l'éducation. Parfois, des parents ont une mauvaise image de l'école. Mais pour autant, ils peuvent suivre, vérifier qu'on fait les devoirs. Mais ils ont peur d'aller à l'école. Et donc, là aussi, un clivage très important. Donc, cette aide à la parentalité, elle est dans l'ensemble des domaines. On va le voir, je ne sais pas, mais sur la nutrition et la prévention de l'obésité. Eh bien, il faut apprendre. Apprendre parce qu'il y a une fracture générationnelle et qu'on ne sait plus ni acheter les légumes moins chers. On a mis en place des épiceries sociales. On a un programme alimentation durable 2030 avec une légumerie dédiée, avec une restauration scolaire équilibrée,
avec du bio, avec maintenant des légumineuses 2 fois par semaine, bien sûr de la viande de meilleure qualité, des fruits, des légumes, etc. Mais il faut apprendre aux parents. Et puis les tarifs de restauration scolaire, on a trouvé la solution depuis 2001-2002. Ces tarifs sont selon les ressources de la famille et la composition de la famille. Ce qui fait qu'un repas à l'école à Dijon, ça coûte à la ville 13 €. Les plus aisés payent 6,50 € et les plus en difficulté payent 50 centimes. Et c'est seulement après que viennent les aides du CCS, parce que c'est vrai, j'ai trouvé moi-même en 2001 que ça n'était pas digne de demander à des familles de venir chercher de l'aide pour faire manger leurs enfants. Donc voilà, c'est automatique. Et cette automaticité, elle s'est mise aussi ensuite dans tous les autres services de la ville, c'est-à-dire dans les sports, et puis les autres services. Mais les musées à Dijon sont gratuits, mais ce n'est pas suffisant qu'ils soient gratuits. Il faut aller chercher ces familles, parce qu'aller au musée, ce n'est pas pour nous ça, évidemment vont-ils dire. Donc il faut les intéresser. Et c'est tout un travail qu'on fait avec eux, dans les quartiers, mais dans tous les quartiers de Dijon, quels qu'ils soient, avec les maisons d'éducation populaire. Oui, bon, j'ai encore 2 minutes. Avec les maisons d'éducation populaire où on a fusionné les centres sociaux et les MJC, voilà, et où on essaye de faire ce genre de travail. Alors, les migrants, eh bien, nous avons un travail tout à fait spécifique qui fait notre contrat territorial d'accueil et d'intégration, c'est-à-dire qu'on travaille avec une association, bien sûr, à l'intégration dans les activités citoyennes de tout le monde. Bien sûr, ils ont de l'alphabétisation, de l'éducation à utiliser les transports et tout ça. Bon, c'est pas intéressant, mais on les inscrit, on les accompagne et ils vont dans toutes les activités que font les centres sociaux, les musées, etc. Mais il faut aller avec eux. Et ainsi, ils sont intégrés, eux, et ainsi les autochtones, les autres habitants, ont l'habitude d'être avec ces migrants. Et donc, ce n'est pas des gens dont on pourrait avoir peur. S'ils viennent à Dijon, sous réserve que l'État nous aide, on est toujours en train de demander de l'argent à l'État, à créer des logements et suffisamment de logements, et puis aussi des résidences d'accueil d'abord, il faut avoir le parcours résidentiel, eh bien ils sont les bienvenus. Voilà. Patrick Jarry, vous qui êtes un peu puissance invitante aussi. À vous. Oui, c'est important cette notion de territoire, à la fois pour évidemment essayer de parler d'où on est, et puis forcément de chercher en permanence à adapter les politiques publiques qu'on développe en tenant compte des caractéristiques de chacun des territoires. C'est aussi important en réalité aussi par cette notion d'échelle dans laquelle on est et des histoires dans lesquelles finalement ces territoires se sont constitués. Évidemment, Nanterre, on ne peut pas parler de Nanterre sans son rapport à la métropole parisienne, à cette métropole de Paris, pas forcément celle des frontières dont on parle à travers le Grand Paris, mais cet espace métropolitain dont il y a beaucoup de débats pour savoir si on doit y mettre des frontières, et puis cette ville. Parce que la caractéristique de cette région, c'est qu'elle s'est construite avec des lieux d'exclusion, de concentration de toutes les difficultés, lieux qui existent toujours et dont on s'étonne régulièrement qu'ils s'y produisent des émeutes, des révoltes, suivant le mot que l'on préfère utiliser, et puis des lieux de l'entre-soi où on cultive l'entre-soi et même on défend bec et ongle ces lieux de l'entre-soi. Alors on peut se dire que c'est une vision datée, que l'espace métropolitain parisien n'est plus celui-là.
parce qu'il y a eu la loi SRU, parce qu'il y a des tas de programmes qui sont faits, mais la réalité, elle est têtue, elle sort des analyses que font les chercheurs. Alors, par exemple, les analyses que font les chercheurs de l'Institut d'urbanisme de la région Île-de-France, qui est tombé en 2020 et qui dit, dans 21 d'ailleurs, et qui dit dans la décennie qui vient de s'écouler, donc de 2010 à 2020, la mixité sociale à l'échelle de cet espace métropolitain n'a pas progressé, il a même régressé. C'est-à-dire que les villes de l'exclusion sociale sont des villes dans lesquelles les difficultés sociales sont toujours plus grandes, et puis les villes dans lesquelles on était dans des lieux de l'entre-soi, c'est pas le mot qu'ils utilisent, mais moi j'aime bien utiliser celui-là, eh bien, a continué de se développer. Et donc, quand on est le maire d'une ville comme Nanterre, on doit en permanence avoir ces deux dimensions, c'est-à-dire être à la fois arc-bouté pour développer des politiques locales qui fassent en sorte que les plus pauvres, les plus fragiles, les plus précaires, les plus éloignés, les plus pauvres puissent accéder à tous les droits à la ville et en même temps ne pas accepter d'être un lieu d'exclusion. Et puisque évidemment, ça fait pendant 20 ans, j'ai siégé au conseil d'administration du CACH de Nanterre. Évidemment, si la ville de Nanterre avait accepté que tous les services qui sont sur le CACH soient tous fermés et qu'à la place, on y fasse un immense lieu d'accueil des sans domicile fixe de la région parisienne, un grand nombre des autorités de la région parisienne et des élus auraient applaudi pour un tel lieu et auraient même dit à la ville de Nanterre qu'elles étaient prêtes à mobiliser des moyens considérables pour que ça puisse se faire. Et donc peut-être seraient même revenus au projet finalement initial, puisque ce CACH au départ est une prison pour pauvres dont toute l'histoire que un grand nombre d'entre vous connaissent et essayer d'y échapper. Alors, ça se manifeste en permanence, cette histoire-là, puisque, par exemple, on fait une loi sur la domiciliation. Alors, notamment, donc, chaque département doit avoir une loi sur la domiciliation. Et puis, d'abord, dans un département comme les Hauts-de-Seine, alors ça dépend de l'État, là, ça ne dépend pas du conseil départemental, il faut se battre pour avoir un bilan, une fois donc la mise en place de ce droit à la domiciliation en 2016, donc il faut se battre pour avoir un bilan. Alors on ne veut pas sortir le bilan, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que dans un département dans les Hauts-de-Seine dans lequel il y a 36 communes, en réalité, il y a 2 communes qui font à elles seules plus de 30% de la domiciliation et qu'il y a des villes qui ne font pas de domiciliation. Alors, on y trouve des tas de raisons. Alors, éventuellement, on peut y chercher celle de l'accessibilité. Puis, quand on regarde les lignes de métro, de tramway, etc., on peut s'apercevoir que ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que les bâtiments municipaux, les hôtels de ville sont bien plus accessibles que dans d'autres, etc. Donc, voilà, je prends cet exemple dedans. Donc, je pense qu'il faut... c'est une question, évidemment... nécessaire d'avoir les deux, et je pense, à travers mon expérience, y compris vécue au CACH, que ça doit être la préoccupation de tous ceux qui s'intéressent à la précarité. Ne pas vouloir se regarder sur comment se constituent ces lieux d'exclusion et ne pas vouloir faire en sorte que tous les territoires, tous les lieux, toutes les rues, tous les immeubles, tous les endroits soient des lieux d'accueil pour tous, ouverts à tous, c'est pour une part compliqué pour ces familles, pour ceux qui y vivent et pour la sortie. Après, dans ce que nous faisons, évidemment, les villes, elles se construisent sur le long terme, elles sont des lieux,
je dis souvent, chaque fois qu'on y fait quelque chose, c'est pour l'histoire. C'est-à-dire, la ville, c'est un lieu historique dans le temps, et donc les politiques aussi. Mais moi, de mon expérience, puisque je ne suis plus maire depuis le 19 octobre 2023, de mon expérience, de ce que je retiens du plus utile de ce qu'on ait réussi à faire dans cette ville de Nanterre, c'est à construire un réseau d'acteurs dans tous les quartiers, un réseau d'acteurs multiples qui vont évidemment d'acteurs très spécialisés dans l'accompagnement et l'accueil, comme le secours populaire, le secours catholique, comme ceux qui travaillent sur l'aide alimentaire, les Restos du Cœur ou une épicerie sociale et solidaire, mais aussi tous ces centres sociaux et culturels, hein, tous ces acteurs de la culture, tous ces acteurs de l'action sociale dans leur diversité, d'avoir réussi à construire sur le temps long un réseau dense, ce qui demande évidemment d'y mettre des moyens, que la collectivité territoriale y mette des moyens, c'est-à-dire à la fois des locaux, à la fois des subventions bien sûr, mais aussi d'essayer d'imbriquer le plus possible ces acteurs souvent constitués de bénévoles, ou en tout cas dont les conseils d'administration sont animés par les bénévoles, parce qu'elles ont aussi parfois des professionnels, et en même temps les services municipaux. Par exemple, moi je suis très content qu'on arrive à ce que, par exemple, dans ces endroits-là, au secours catholique ou au secours populaire ou à l'épicerie sociale, une assistante sociale de la ville tienne une permanence avec ces acteurs-là. C'est cette combinaison ensemble qui, je pense, permet à la fois d'accueillir, d'être à l'écoute, de suivre l'évolution des diversités des demandes et qui permet de les actualiser et d'avoir une certaine efficacité dans la réponse. Je pense qu'on a essayé de construire aussi dans ces dernières décennies un même réseau, par exemple sur les questions de santé, où on a réussi, je pense, à construire un réseau d'acteurs dans lequel est imbriqué évidemment les services municipaux de la ville, avec un centre de santé municipal qui est assez dense, assez fort, avec l'hôpital, mais aussi avec toute une série d'acteurs les plus différents, puisque je partage qu'il ne suffit pas simplement d'afficher des politiques audacieuses pour que les gens qui en ont le plus besoin les utilisent. La question de l'accès aux politiques publiques est sans doute la question la plus difficile. Et puis pour terminer, je dirais que ça me semble aussi très important d'afficher ce qu'on veut être. C'est-à-dire que dire qu'on veut être une ville pour toutes et pour tous, ça peut être un slogan qu'on peut le proclamer et ne pas le faire, mais c'est sûr que si on ne le proclame pas, on ne le fera pas. Et ce qui est sûr aussi, c'est que dans les villes, il y a besoin de partager ensemble une culture politique de la solidarité. Parce que on sait bien que ça ne va pas de soi. La réaction première des individus n'est pas forcément d'être solidaire. Et donc avoir une culture politique ensemble, commune, à l'échelle d'une communauté, d'une ville. Moi, j'essaie de convaincre que faire métropole, c'est faire solidaire, mais ça semble plus difficile de le faire à l'échelle de la métropole que de le faire à l'échelle d'une ville. Merci à vous quatre d'avoir scrupuleusement respecté votre temps de parole. On va prendre une première série de questions, deux ou un peu plus peut-être quand même. Je voudrais savoir, à vous entendre, est-ce qu'on doit parler de mixité sociale et ou de mixité culturelle à l'heure d'aujourd'hui? Une autre question? Oui. Oui, alors c'est une question qui s'adresse à à la professeure Weber. On a vu ce matin combien dans la situation de précarité, la relation à l'autre était importante.
Or, la photographie, c'est bien l'image de soi, vous l'avez montré, la présentation de soi, et la prise de vue est permise par une relation de confiance. Alors, comme c'était bref, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, si c'est possible, je voudrais en savoir un peu plus d'un point de vue méthodologique, si les photographes étaient aussi des enquêteurs, et quelle place a pris la photo dans l'analyse. Une troisième question. Bonjour, M. Diagana, responsable du CHAPSA. Ma question, c'est juste, pour être bref, c'est à quel territoire appartient un SDF, justement, ou un centre de domicile fixe, dans votre détermination par rapport aux politiques publiques? À quel territoire appartient un SDF? Parce que la difficulté, vous avez évoqué la question de la domiciliation. On sait que, par exemple, dans le département 92, et plus particulièrement, c'est le nord où on domicilie, pas au sud. Donc c'est un grand problème. Et donc là, quand on sait aujourd'hui au niveau du CHAPSA, près de 90% des personnes qui sont hébergées au CHAPSA sont de Paris, en dehors de ceux qui orientent, en tout cas le 115, au maximum 48 personnes, tout le reste, des 242 voire plus, viennent de Paris. Et ces personnes-là, est-ce qu'on les considère comme étant des Parisiens? Parce que tout simplement, dans la journée, ils sont au Paris, et dans la soirée, dorment en inter plus particulièrement. Bien, alors trois questions. Une première qui constitue un peu un fil conducteur de vos différentes interventions sur la mixité sociale, qui est un des grands enjeux évidemment. Une deuxième sur la bonne échelle, le territoire, les articulations d'échelle, faire ville, etc. Puis la troisième question, plus méthodologique, sur la recherche qui a été menée. Qui commence? Je pense celle sur la mixité. Moi, je pense qu'il faut, c'est un peu comme la précarité, il faut le prendre à plusieurs échelles, je crois. Je pense qu'il ne faut pas lâcher la question de la mixité sociale. Maintenant, il y a des aspects de mixité homme-femme qui... Moi, j'ai plutôt tendance actuellement d'utiliser le terme des mixités, et donc à les définir. C'est-à-dire il y a plusieurs types de mixité, y compris celle des habitants là depuis de longues années, puis ceux qui viennent d'arriver, hein, parce que donc l'ouverture des villes aussi, c'est d'être ça, des lieux dans lesquels il y a des gens qui sont là depuis très très longtemps, qui parfois pensent que la ville leur appartient, puis des gens qui viennent d'arriver. Il y a l'aspect de gens dont les parents ou eux-mêmes sont nés en France, et puis des gens évidemment qui arrivent en permanence de l'étranger. Évidemment, dans une ville comme Nanterre, on suit finalement hein, la courbe des crises internationales, et donc en permanence arrivent des gens, etc. Donc je pense qu'il faut avoir toutes ces mixités en tête. Un mot sur la mixité pour compléter ce que disait Patrick Jarry. La mixité culturelle, je la vois sous deux angles. Soit c'est la mixité des origines culturelles des personnes qui vivent dans un territoire. À Douai, on a cette chance que finalement c'est quelque chose qui est relativement acquis de vivre ensemble avec des origines culturelles très diverses. Simplement parce qu'il y a eu à un moment donné le creuset de la mine, et que ce soit les Polonais, les Italiens, les Algériens, les Marocains, et puis ceux dont les familles étaient là depuis plus longtemps, tous peuvent se référer aux grands-parents qui ont travaillé dans les mines. Et ça crée des liens très forts. Ce qui n'est pas d'ailleurs le cas aujourd'hui des Érythréens, des Guinéens, des Irakiens, des Géorgiens qui arrivent à Douai et qui vont devoir apprendre à se référer à autre chose pour faire société avec le reste de la commune. Mais la mixité culturelle, moi je la vois sous un autre angle qui peut être plus volontariste, c'est comment on fait pour avoir des lieux, des moments, des événements où tout le monde participe. Et je crois que c'est vous qui parliez de ça, comment on fait pour que les personnes des quartiers populaires ne se disent pas le théâtre, le cinéma, voilà, les concerts, c'est pas pour moi. Et donc il y a à Douai cette logique du aller vers pour amener à. On va faire par exemple des formations de percussion urbaine dans les quartiers, et ensuite on amène les parents écouter le gamin dans l'auditorium du conservatoire. Certains parents n'y ont jamais mis les pieds. Et puis on leur dit, ben, vous êtes venus une fois, revenez, c'est chez vous ici aussi.
C'est très important pour faire société qu'il y ait des moments qu'on partage ensemble. Il n'y a pas longtemps, on a fait, c'est tout bête, hein, une nuit Halloween au musée. Eh ben, il y avait des plus âgés, il y avait des gamins avec les parents, il y avait des ados en cosplay, et puis il y avait tous les milieux sociaux. S'il n'y a pas des choses, des références culturelles qu'on peut tous avoir en commun, on n'arrive pas à faire société. Et un mot sur les SDF. Beaucoup de gens à Douai me disent « Oh là, il y a des SDF dans les rues, monsieur le maire, personne ne fait rien ». En fait, beaucoup de gens font des choses. Il y a plein d'associations qui travaillent, le CCAS est là, les services de l'État sont là. Et deux, ce n'est pas forcément des SDF. On a des gens qui ont un endroit où dormir, mais qui vont vivre sur un banc leur journée, et c'est leur liberté. Beaucoup de nos personnes identifiées comme SDF, en fait, sont des acteurs, des habitants à part entière du territoire, qui ont leur réseau de connaissances, qui ont leurs habitudes dans la ville. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand la personne n'a pas cette attache du territoire. Et je terminerai sur cette anecdote. Je me souviens d'un matin où je me lève, un dimanche matin, et j'ai un copain qui m'envoie un texto me disant « Frédéric, bon courage, 3 petits points. » Ah. Je regarde la presse. Un SDF était mort dans la nuit à Douai, caché derrière une poubelle dans un lycée, et il avait été pris par le froid. Dans la demi-heure, les charognards sont arrivés. J'ai eu toutes les chaînes de télévision qui se frottaient les mains en disant « Ah, chic, chic, le premier SDF mort de l'hiver, c'est chouette. En plus, c'est dans le bassin minier. On va pouvoir faire un truc bien misérabiliste sous la pluie, c'est chouette. » J'ai passé ma journée à leur répondre que ce monsieur, on ne le connaissait pas. Il était en transit de Denain vers la Normandie. Il a passé une nuit dans sa vie à Douai, et cette nuit-là lui a été fatale. Mais les personnes sans domicile fixe ou considérées comme sans domicile fixe qui vivent dans le territoire, on les connaît. Et j'ai même de temps en temps l'obligation de dire à des associations, vous ne précipitez pas à aller distribuer des sandwichs, faites d'abord le lien avec ceux qui sont déjà là. Ne croyez pas que vous êtes seul au monde à aider les personnes les plus fragiles. Il y a tout un réseau, et l'erreur, ce serait d'arriver avec des œillères sans comprendre que d'autres acteurs sont déjà là et qu'on a besoin de travailler tous ensemble. Voilà. Et oui, c'est exactement cela. Il faut travailler tous ensemble avec les associations. Je salue la Banque alimentaire de Bourgogne, Bourgogne-Franche-Comté d'ailleurs maintenant, je crois. Voilà, le président est là. On travaille avec toutes les associations. Mais je voudrais répondre à monsieur. Alors, je ne peux pas répondre pour Nanterre, bien sûr. Vous avez compris que je suis à Dijon. On a l'habitude maintenant, enfin, ça a été un grand débat. Ça a été un grand débat que de modifier les protocoles de travail des travailleurs sociaux, voire même des bénévoles, et d'aller vers ce aller vers. Mais maintenant, effectivement, on connaît tous les sans domicile fixe parce qu'on fait de plus en plus de maraudes et qu'on fait même des nuits de la solidarité. Et donc, même les élus vont aller voir où il y a des personnes à la rue. Et effectivement, enfin, moi, ça fait longtemps que je m'occupe du social à Dijon. Je suis très en lien avec notamment le SAMU social, etc. Et on pouvait m'appeler à 2 h du matin pour me dire « il y a un jeune dans tel parc, qu'est-ce qu'on fait ?» Et on allait trouver une solution, peut-être quelqu'un qui ouvrait son garage et qui lui permettait de dormir, parce que souvent, effectivement, il y a des personnes qui ne veulent pas rentrer dans les hébergements qui sont faits pour eux, peut-être aussi à cause des animaux. Alors, on en a fait avec des chenilles, effectivement. Didier Jaffre, oui, effectivement, il y a un problème. Eh oui, c'est leur compagnie, hein, c'est leur compagnon. Donc, il faut comprendre qu'ils sont ensemble. Voilà. Et maintenant, on a des programmes, si je puis dire, des projets. Il y en a 2 qui sont intéressants. Il y en a un qui s'appelle « Territoire accéléré logement d'abord ». Dijon est territoire accéléré de logement d'abord, pour effectivement aller vers ces personnes et commencer à leur proposer un logement. Une fois qu'ils sont dans le logement, on peut continuer l'accompagnement social vers une insertion. Et ça, c'est très fort. Ça a tout changé dans la méthodologie de travail qu'on a. Quand on a son logement, on a une meilleure estime de soi. Et on peut se dire, ben oui, peut-être ce que me dit le bénévole ou le travailleur social, c'est peut-être vrai. Peut-être que je peux revenir à la vie sociale. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle... comment ça s'appelle un chez-soi d'abord. Un chez-soi d'abord.
c'est à peu près la même chose, mais c'est dédié aux personnes qui ont un problème psychique. Et d'ailleurs, à Dijon, on a mis en place une équipe mobile pour des personnes qui ont un problème psychique, qu'elles soient en logement ou pas en logement. Avec ces outils-là, on arrive à inverser la vapeur, à redonner de l'estime de soi et à réinsérer. Et ça, c'est très important. Mais il reste encore un angle mort. Un angle mort, c'est le rural. C'est ces territoires en déprise. C'est Tonnerre. Je connais bien le maire de Tonnerre. J'ai à discuter avec lui au sujet d'un IME. Bon, c'est pas très facile parce que le maire ressent tellement fort la déprise de son territoire, vous ne pouvez pas savoir que c'est difficile. Mais, alors, excusez-moi pour les travailleurs sociaux, mais les travailleurs sociaux n'ont pas envie d'aller dans le rural. Voilà. Et donc se dire, on va ouvrir une résidence, et puis à partir de là, on va offrir des logements à ces personnes sans domicile fixe ou à ces personnes venant de l'étranger. Et à partir de là, on va les intégrer et en même temps, on va revitaliser ces bourgs-centres. Eh bien, il n'y a pas de répondant de l'autre côté. Hein, et pourtant, ça marche. À Pouillon-Ossois, une petite commune où on a fait une résidence pour 15 personnes, alors au début, le maire a eu du mal avec la population. Il a fallu expliquer et réexpliquer. Mais ça marche. Ça a très bien marché. Et ils sont intégrés comme tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus cela? Pourquoi est-ce que ça se concentre à Nanterre? Ça se concentre aussi à Dijon. Et en plus, à Dijon, ça se concentre toujours dans les quartiers politiques de la ville. On a du mal à leur dire, mais il y a d'autres quartiers. Allez dans les autres quartiers. Enfin, ça, je parle aux travailleurs sociaux qui font les affectations de logement. Tous les territoires doivent pouvoir avoir cette mixité, comme vous l'appelez, culturelle, sociale, bref, tout le monde, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Florence, à vous. Donc je vais juste réagir, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, je vais réagir sur le processus qu'on observe aujourd'hui, qui a été bien décrit. On a vous avez bien dit, monsieur l'ancien maire de Nanterre, que la mixité sociale a régressé en Île-de-France. Et madame, vous avez dit qu'on avait ce monde rural où on trouvait les chassés de la ville. Et Tonnerre, c'est typiquement un endroit où il y a à la fois les chassés de la ville et les locaux sont partis parce que c'était invivable de rester. Donc on est dans une situation, dans une dynamique qui est extrêmement grave. Et j'admire beaucoup tous les efforts que vous faites, mais je pense que la dynamique elle-même, arriver à la casser, c'est quelque chose qui est, à mon avis, un peu plus large que la question des travailleurs sociaux, de savoir où ils veulent aller et des responsabilités des différentes collectivités territoriales. Donc je pense qu'il y a vraiment une dynamique économique et sociale qui est derrière, qui a un refus de la mixité sociale pour une partie de la population, mais même aussi pour la partie la plus pauvre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la mixité sociale est quelque chose à quoi on va spontanément adhérer. Et donc je pense qu'il faut se demander comment lutter contre cette spirale. Donc, je voudrais maintenant répondre à la question sur notre méthode. Donc, on a eu 3 enquêtes différentes. À Tonnerre, le photographe était en même temps l'enquêteur. Et donc, il a noué une relation de confiance longue. Il est resté 3 ans dans la ville. Il termine sa thèse sur la ville. Avec des difficultés que connaissent les travailleurs sociaux, les médecins, enfin des moments difficiles pour lui, et pas seulement pour les personnes qu'il suivait ou qu'il rencontrait à certains moments et qui redisparaissaient. Parce que pour nous aussi, certains des pauvres, enfin certains des très précaires disparaissent, même si on a eu un très bon contact avec eux, on ne les reverra jamais. Et donc c'est aussi cette question des disparus, puisque quand on est dans la mine, effectivement, les gens sont contents de rester là et donc ils disparaissent moins. Mais il y a quand même des gens qui sont en transit, justement, ou qui sont de passage et qui disparaissent extrêmement vite. Donc là, on était dans cette relation très forte. Dans la petite ville de la Creuse où on a été, c'était un stage de terrain pour des étudiants où chaque étudiant apprenait à la fois la photographie et l'enquête de terrain. Et donc, c'était toujours en binôme. Il y avait un photographe et un ethnographe à côté. Et
la photographie peut être une bonne entrée en matière pour l'enquêteur. Donc c'est pas forcément, enfin, tout dépend comment c'est fait. Donc c'est ça qu'on essaye d'enseigner. Et puis à Nanterre, on a un binôme photographe et sociologue qui travaillent de concert et qui arrivent à nouer quelque chose à la fois autour de la photographie et au-delà, je dirais, de la photographie. Très bien, je vous invite à continuer ces échanges pendant la pause repas. C'est très dense, on a peu de temps. Elisabeth. Tu as un petit mot Non, écoutez, je ne voudrais surtout pas conclure. Il y a eu tellement de portes ouvertes et de questions extrêmement intéressantes qui montrent ces échanges, l'ont encore une fois illustré, l'absolue nécessité et enrichissement mutuel au travail entre chercheurs et décideurs, chercheurs et acteurs de terrain. Et ça se fera très concrètement par des associations sur le terrain. Voilà, donc je voudrais vraiment vous remercier pour ces interventions très stimulantes et très concrètes.